Bonjour Hamza. Salut Thierry, salut, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien comme chaque semaine ou encore comme chaque début d'émission. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très intéressant en fait, c'est les 7 statistiques qui torpillent votre recherche d'emploi et bien sûr que faire pour y remédier. Parce que voilà, il y a des stats. Alors tu vas nous les présenter. Je les connais pas toutes. Moi, je me rappelle d'une qui est particulièrement saisissante et je suis sûr que tu vas la citer. Et en fait, grosso modo, quand vous cherchez un emploi, en fait, les statistiques jouent contre vous. C'est-à-dire que statistiquement, il y a plein de choses qui sont en défaveur des gens qui cherchent un job. Et tu vas nous apporter justement des solutions pour rétablir au minimum l'équilibre, voire mieux, mettre ça à ton avantage. Alors, la première des statistiques, Thierry, c'est que ton CV, quand tu cherches un emploi, il est lu entre 6 et 15 secondes. Ouais. Alors, je dis 6 et 15 secondes, tu sais, il y a des recherches sur Forbes Magazine, Inc.com qui vont dire entre 6 et 7. Ouais. Au UK, il y a le journal The Independent qui a dit moins de 10 secondes. En fait, en gros, c'est moins de 15 secondes, d'accord? Entre 6 et 15 secondes pour que quand ton CV va être lu en premier lieu, entre 6 et 15 secondes. Donc, c'est vraiment court. Ouais. Et au bout de 6, 7, 10 secondes, 15 secondes peut-être, eh bien, le recruteur va prendre une décision qui va affecter, bien entendu, ta carrière. C'est-à-dire qu'il va te dire, non, c'est pas ça, ou alors, j'ai envie de relire, il y a des choses intéressantes. Et donc, il va pas prendre une décision de dire, ouais, je lui passe un coup de fil en 7 secondes. Non, c'est plutôt la première lecture. Il a plein de CV, il fait ça tout le temps. Il a l'œil très entraîné, il va regarder tout de suite les mots-clés, le titre, etc. Et si on n'est pas capable de faire un CV esthétiquement, qui est capable, tu sais, comme une vitrine de magasin, qui est capable immédiatement d'attirer l'attention, etc., esthétiquement, par rapport à la symétrie, l'alignement, la mise en gras peut-être de certains mots, le titrage, la taille des choses. Il faut savoir qu'un CV, il est lu très rapidement. Donc à la base, si tu me demandes moi ce que je lis dans un CV, je lis rapidement où la personne est, où la personne est localisée immédiatement, parce que ça peut durer une seconde. Si je cherche quelqu'un sur Dubaï et qu'il est, je sais pas, à Paris, pour moi c'est à côté, parce que je cherche quelqu'un sur Dubaï. c'est beaucoup plus facile pour la suite. Donc ou alors les titres de job, si c'est pas des titres qui ont quelque chose à voir, les 2 derniers titres n'ont rien à voir avec ce que je recherche, j'arrête de lire. Si ça va, je vais lire la première ligne, peut-être la deuxième ligne du CV dans chaque expérience. Oui. Je vais chercher très rapidement le mot bachelor ou master. Si je le trouve pas, je vais dire il a pas, donc je risque de poser à côté. Et en gros, voilà, c'est juste pour te dire à quelle vitesse ça va. En fait, on lit pas les CV. La réalité, c'est que quand tu entends cette statistique, 6 et 15 secondes, c'est vraiment une recherche de mots. Tout à fait. Pas une lecture de CV. Ouais, c'est une recherche de mots-clés. Exactement. Donc ça, c'est la première statistique où effectivement, tu t'imagines, Thierry, si tu envoies ta candidature à, je sais pas, une centaine de postes, une cinquantaine de postes, eh bien, ça se trouve, les gens te mettent ton CV à côté, juste parce que c'est pas parce que tu es la mauvaise personne, tu es le mauvais profil, non. Peut-être parce que juste ça met pas en avant, il a pas trouvé et puis il a raté quelque chose. Et puis bien sûr, il prend une décision très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est de là aussi, pardon Thierry, je vais juste terminer sur un point. De là aussi que certaines personnes vont suggérer en France de faire un CV sur une page parce que effectivement, c'est plus facile pour le recruteur à lire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très prévalent en France, où un petit peu le secteur RH va toujours te dire il faut que tu sois sur une page, parce que c'est plus facile pour eux de lire, c'est plus efficace. Donc de leur côté c'est bien, mais de votre côté c'est pas forcément bien, parce que ils cherchent des infos percutantes, ils cherchent des infos pertinentes, et avec une page, quand on a 5-10 ans d'expérience, ça commence à être super ledge en fait. Donc c'est pour ça que je rappelle
n'écoutez pas ça. En même temps, il ne faut pas faire des CV en longueur parce que ça va, voilà, vous avez 6 et 15 secondes, mais il faut faire quelque chose d'optimum, d'optimisé en termes de taille, symétrie, alignement, de la taille des caractères, de tout ça pour que les choses se voient bien, les choses les plus percutantes se voient bien. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, pardon? Je voulais dire que c'est aussi l'explication de pourquoi il ne faut pas envoyer des CV à tort et à travers. Genre, je réponds à n'importe quelle annonce. Parce que de toute façon, comme vous n'aurez pas les mots-clés dans votre CV, de toute façon, votre CV, même s'il est élu, puisque on rappelle quand même qu'il y a ces fameux ATS, ces systèmes automatiques déjà qui sélectionnent les CV. De toute façon, même si votre CV est élu, voilà, il n'y a pas les mots-clés, le cerveau humain va agir comme un ordinateur. Ils vont chercher les mots-clés et ils vont pas les trouver. Et tout ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez multiplier les envois de CV. Vous multipliez les envois de CV avec un taux de réponse qui est déplorable, voire nul. Et ça, c'est le bon moyen de se décourager aussi. Voilà. Malheureusement, c'est vrai, parce qu'à force, on croit que c'est nous le problème. Alors que non, c'est juste une histoire de repackaging du CV et d'un seul coup, les choses risquent de changer. Donc voilà. Alors, la deuxième statistique, Thierry, dont je voulais parler, c'est que 54%, alors là, c'est un site qui s'appelle Career Builder, c'est un énorme site américain, donc un site d'emploi en fait, qui s'appelle Career Builder. 54% des employeurs décident de ne pas continuer avec un candidat à partir des choses qu'ils trouvent, des informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux sur ce candidat. C'est-à-dire que je peux te parler en connaissance de cause. Avant de recruter quelqu'un pour mon équipe, je le Google. Je le Google et je jette un œil sur les photos, sur Google Images. Je jette un œil sur Facebook, je jette un œil sur LinkedIn, je jette un œil sur tout ce que je peux. Parce que je ne peux pas me permettre de mettre quelqu'un chez moi, dans ma société, avec des employés que je respecte, de faire confiance, de lui donner de l'argent, si en fait c'est quelqu'un qui m'inspire pas confiance. Et c'est vrai que ce qu'on a sur les réseaux sociaux souvent nous trahit. Souvent on pense que ouais, tant que LinkedIn c'est propre, Facebook c'est cool. Sauf que Google ne discrimine pas vraiment. Google peut te sortir des photos Facebook, peut te sortir pas mal de choses qui sont pas forcément disponibles, qui sont peut-être en mode privé. Et surtout le problème des réseaux sociaux, c'est que ce qu'on fait il y a 1 ou 2, 3, 4 ans, ben nous on l'a oublié, mais les réseaux sociaux n'oublient jamais. L'exemple récent d'une candidate dans The Voice. Les réseaux sociaux ont très très bonne mémoire, donc tenez, c'est plus de 54%. T'imagines, plus de la moitié des employeurs vont dire ouais, il est pas mal ce candidat, mais au moment de la décision, moi je le fais toujours et beaucoup d'employeurs le font. Ils jettent un œil sur Google, ils jettent un œil sur tout ce qu'ils peuvent pour essayer de voir des traces. S'ils voient une personne, tu sais, un peu, pardonne-moi l'expression, un peu, tu sais, bourrée en boîte, ou tu sais, des choses obscènes, ou quoi que ce soit. Moi, j'irai pas beaucoup plus loin que ça, enfin, j'irai pas aussi loin, mais je vois passer beaucoup de propositions sur les groupes Facebook, et l'autre jour, il y a quelqu'un qui a posté, si vous cherchez un avocat, WhatsApp avec son numéro, et le mec, sa photo de profil, c'est une photo de motard. Et j'ai rien contre cette personne, hein, c'est pas dirigé contre elle, et c'est même justement un exemple assez light, parce qu'on parle pas de personne qui est bourrée ou qui, non, c'est juste que je vois un type avec un très beau blouson de moto, probablement un Segura, 3 couleurs, noir, rouge, blanc, c'est très chouette, mais j'ai du mal à me projeter comme quoi cette personne est un avocat, voilà. Donc c'est bête, vous voyez, c'est pas un exemple extrême, mais voilà, c'est juste vous avez pas forcément besoin de mettre une photo comme le site Hamza, mais vous mettez une photo de vous sur la plage, voilà quoi. Ouais, ou faire du bodybuilding ou des choses comme ça. Il faut faire attention, simplement. Il y a une image et donc, tu sais, l'humain, par définition, il va donner un jugement. Il fait toujours ça, l'humain. Il va essayer de juger sans connaître. Il va toujours essayer de se dire, ouais, non, laisse tomber. Le gars, il a l'air de toujours s'éclater. Il y a toujours non, moi, je cherche des bosseurs. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bosser. Mais voilà, c'est la chose qui en ressort. Donc, rappelez-vous, hein, une décision, elle est souvent émotionnelle. Une décision de recruter ou pas, elle est souvent émotionnelle, pas forcément raisonnée. Donc ça joue effectivement sur l'émotionnel.
Donc 54%, t'imagines, c'est plus de la moitié des employeurs. L'autre statistique que je voulais partager avec vous, les amis, c'est que 59%, ça c'est énorme, 59% des recruteurs, eh bien, simplement, ils rejettent les CV, ils n'interviewent pas, hein, ils passent pas de coup de fil, ils rejettent les CV, même des bons CV, à cause d'une mauvaise grammaire ou des fautes d'orthographe. Oui. C'est horrible. Et ça, Thierry, je voulais le mettre. 59%, t'imagines, c'est énorme. Et je voulais le mettre ici dans notre émission parce que on fait beaucoup de choses pour les francophones. Et c'est vrai que beaucoup de francophones écrivent leur CV en anglais comme ils parlent. Et s'ils ne parlent pas très bien anglais, forcément, ils créent des fautes de grammaire. On ne dit pas comme ça, tu vois. Oui. Et tu vois, ça joue énormément contre eux. Donc, ça fait partie de ce genre de choses. C'est-à-dire que la personne se dit, normalement, hein, moi, en tant que recruteur, tu sais, il y a des choses bêtes, hein, mais tu vois, quand les gens se permettent d'écrire I have forwarded you, tu vois, je t'ai transféré un email ou quoi que ce soit. Et si forwarded, ils mettent FWD, ils se permettent de faire des petits raccourcis comme ça. Oui. Si le I, ils mettent juste le I minuscule et pas le I majuscule, je me dis immédiatement, je ne veux pas qu'on écrive comme ça à mes clients. Je me dis immédiatement que je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui écrit comme ça à mes clients. Parce que mes clients, eux, la concurrence, ils écrivent très bien. Donc immédiatement, c'est pas la personne. Et puis il y a des fois où quand j'avais un peu de temps, je disais à la personne, la raison pourquoi je te prends pas, c'est parce que tu as fait plein de fautes dans. Mais non, mais ça j'ai écrit vite fait parce que j'étais sur mon téléphone. C'est pas pro. Et c'est rejeté immédiatement. On cherche des raisons de rejeter quand on recrute. C'est horrible ce que je viens de dire. Oui, on cherche des raisons de rejeter quand on recrute. On ne cherche pas des raisons de recruter. On cherche des raisons de rejeter les profils. Et on cherche, et on cherche, et on cherche. Quand on en trouve, on rejette. C'est si on n'en trouve pas, on se dit « Ah ben, celui-là, il a l'air correct ». Mais rappelez-vous qu'à la base, on cherche des raisons de rejeter. Donc 59%, près de 60% des recruteurs rejettent des CV. Ils les mettent à la poubelle ou ils les suppriment simplement à cause de la grammaire ou de l'orthographe. Voilà, je tiens à rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça m'est arrivé de recruter des gens dans ma vie. Et en fait, il faut que vous vous mettiez à la place. Alors vous cherchez du travail, donc vous êtes dans votre bulle. Dans votre bulle, je cherche machin, il pourrait m'accorder de l'attention. Imaginez, vous êtes de l'autre côté. Moi, je parle d'une époque où on n'avait pas tous ces outils informatiques. On cherchait une stagiaire. On a reçu 250 CV. Croyez-moi, les premiers, les premiers écarts, le premier tri qu'on a fait, ça a été, on a pris les CV, juste on les regardait et si, ils nous plaisaient même, on les lisait même pas, hein. S'ils nous plaisaient. Donc, grosso modo, s'ils étaient symétriques, avec des polices de caractère qui allaient bien, et ainsi de suite, on les gardait. Les autres qui avaient une présentation pas terrible, on les supprimait. Et il faut bien être conscient du fait que c'est comme ça que ça marche un recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a une masse de CV et on commence par éliminer. On n'est pas dans un processus d'adhésion, on est dans un processus d'élimination. Exactement. C'est exactement ça. Le processus, c'est celui de l'élimination. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que le CV est une extension de vous. Donc, s'il est mal fait, il nous faut des critères. Les recruteurs, ils vont utiliser des critères. Mais les critères, ils vont essayer d'assumer, de penser que. Donc, ne leur donnez pas raison de penser que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas écrire anglais correctement ou qui fait des fautes d'orthographe ou que. La quatrième statistique, c'est que, la quatrième statistique, c'est que 98% donc des chercheurs d'emploi sont éliminés. 98% sont éliminés à la première lecture du CV. D'accord ? Ça vient de quelqu'un qui s'appelle Robert Meyer, de Job Market Experts. Ok ? 98% des candidats sont éliminés à la lecture de leur CV. Est-ce que tu imagines? Donc ça rejoint le truc de, tu sais, entre 6 et 15 secondes. C'est 98% qui passent à la trappe. 98%. C'est te dire un peu comme c'est colossal. Et je vais te dire quelque chose. Nous, recruteurs, si tu te parles
à un recruteur, il te dira 98% des CV ne sont pas qualifiés pour le job. On trouve de tout. Les gens, ils tentent leur chance. Ouais. Et bien entendu, c'est 98%. Donc en fait, t'imagines quand t'envoies un CV et que tu te dis t'as 2% de chance de scorer, déjà à la base, et qu'en plus les 2%, ça se trouve, c'est sur 10, 15, 20 CV, hein, tu te dis, vaut mieux que j'assure sur mon CV. Vaut vraiment mieux que j'assure sur mon CV. Il y a, tu sais, il y a plein de choses. J'ai un milliard d'exemples où changer un tout petit peu de choses, eh bien, ça a permis beaucoup plus d'appels. Par exemple, pour les gens qui sont à l'étranger et qui cherchent un boulot à l'étranger, du coup. Donc, par exemple, si tu es en France et que tu cherches un boulot à Hong Kong, Dubaï, ou peu importe, eh bien, juste le fait de mettre un numéro local dans le marché où tu cherches, pour le marché où tu cherches. Donc, si tu cherches à Dubaï, mettre un numéro de Dubaï, immédiatement, ça augmente tes chances. C'est rien hein, comme technique, c'est que dalle. Mais tout simplement, t'arrêtes de dire que tu habites à Boissy-Saint-Léger, que les gens à Dubaï ils connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et que tu donnes pas ton adresse, tu dis juste nom, prénom, Dubaï, United Arab Emirates. Tu dis pas j'habite, tu dis t'as juste mis Dubaï, United Arab Emirates. Tu peux très bien penser c'est pour ce marché-là, c'est pour cette location-là. T'es pas obligé de... Mais tu induis effectivement la personne qui le lit à penser que tu es peut-être disponible sur Dubaï avec un numéro de Dubaï. Et d'un seul coup, tu vois, c'est des petites techniques comme ça qui font que mes clients reçoivent beaucoup plus d'appels. Ça, je vous la donne gratuitement. J'en ai déjà parlé avant. Voilà, ça c'était dans notre émission La recherche d'emploi à l'étranger. Je vous invite à vous y reporter. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Donc vous voyez les coordonnées là sur le côté en bas. Donc n'hésitez pas. Il y a plein de tips comme ça et ça c'est vraiment très important. Je vois moi-même des gens m'envoient leur CV parfois. Alors je vous rassure tout de suite, moi je suis pas recruteur, hein, donc c'est pas la peine non plus de m'abreuver de CV, mais des gens de temps en temps m'envoient leur CV. Et ça saute aux yeux comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que le fait simplement que je vive à Dubaï, c'est quand je vois arriver un CV sur lequel il y a un numéro de téléphone français, il y a rien d'autre, et puis une adresse en France, voilà quoi. Il y a suffisamment de candidats sur place, pourquoi aller s'embêter? À titre d'exemple, hein, juste une chose, quand je travaillais, quand je vivais en France et que je cherchais un emploi, je vivais dans le sud et à un moment j'ai cherché un emploi en région parisienne, ça a été aussi un blocage. Mon numéro de téléphone local et le fait que je n'ai pas d'adresse localement a été un blocage. Il a suffi que je mette mon numéro de portable et que je mette comme adresse celle d'un ami qui habitait en région parisienne, et j'ai commencé à avoir des réponses. Attends, mais même à Paris, quand je travaillais dans le recrutement à Paris, Thierry, eh ben, si mon poste, mon job, mon client était dans le 93, il n'y avait pas moyen que je lui envoyais quelqu'un du 78, alors que c'est la région parisienne. Oui. Parce que eh ben, ça prendrait trop de temps et que du coup, la personne partirait. C'était l'assumption que l'employeur avait. Donc, 93, bah, tu cherchais des choses autour, pas très loin. À la limite, Paris, mais pas plus loin. Pas plus loin, parce que tu savais que le commuting, le transport. Le transport, voilà, prendrait trop de temps et que ça découragerait peut-être des personnes et que c'était un investissement à risque que l'employeur ferait. Donc voilà, tout ça, c'est juste un exemple, hein, mais c'est super important. T'imagines, t'as 2% de chance à la base d'être juste longue listé. Donc même pas d'être short listé, d'être juste longue listé. C'est-à-dire que c'était juste ton CV colle, d'accord? T'as 2% de chance que... Après, ils décident en deuxième relecture, troisième relecture, ils décident qui ils appellent d'abord. Tu vois, c'est tendu. 76% des profils, donc des CV, sont rejetés. Alors ça, c'est énorme. À cause d'une adresse email pas professionnelle. Alors, tu vois, mais j'en ai vu tellement, j'en ai vu tellement des gens qui pensent que c'est OK d'envoyer mrsexy@hotmail.com. Ouais. Mais celle-là, elle est gratinée. Hein. Mais j'en ai plein comme ça. J'en ai plein. Alors, j'ai eu Capitaine... comment il s'appelle ?
capitaine, c'était pas Goldorak ou Albator, un truc, ça se voyait, le gars, c'était un ancien. Je sais pas si tu connaissais, Captain si ça me dit quelque chose. Maître de l'univers, j'ai eu Sexy Baby, j'ai plein de trucs. Ou alors cutebelinda.arrobase. Oui, bien sûr. Plein de trucs comme ça. Et après, quand tu demandes aux gens, ils disent ah, c'est une boîte email que j'ai créée quand j'étais adolescent. Ouais. Tu peux en créer une autre? Non, c'est abusé. Enfin, les gens sont pas censés savoir. Ah ouais, mais je suis sûr qu'elle a créé ça quand il était. Donc en fait, 76%, ça c'est les statistiques. Ouais. J'espère que ça va en faire réfléchir plus d'un et de regarder. En fait, le truc un peu classique, standard, qui craint pas grand-chose, c'est vraiment de dire prénom, point, le nom de famille, ou alors prénom, point, tu sais, prénom, nom de famille d'un seul trait, ou quoi que ce soit, peu importe, voilà, ou tiret, ou quoi que ce soit. Ou prénom point lieu, par exemple, aussi. Ouais, ça peut le faire aussi, ou même RH ou recrutement ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, comme amzara.recrutement@gmail.com, ça n'existe pas, hein, mais tu vois, 76%, les 3/4 sont mis à la poubelle juste à cause d'une adresse email. T'imagines? Mais quel est ce mot? C'est une boucherie, Thierry. Oui. Ces statistiques, c'est une boucherie. Ouais. C'est une boucherie. 33%. Alors ça, c'est un tiers des boss. Un tiers des employeurs, des recruteurs qui vont prendre une décision dans les premières 90 secondes. Alors, j'essaye de la traduire en français, mais des fois, j'y arrive pas, les amis. Donc, un tiers des employeurs prennent une décision d'embauche dans les 90 premières secondes de l'entretien. Merci. Voilà, exactement. Donc, j'ai été agent immobilier, c'est exactement la même chose avec l'achat des maisons. Ça se passe dans les 90 premières secondes. C'est incroyable. Et dans les 90 premières secondes, la question, tu sais, on ne peut pas trop prévoir les questions en entretien, mais la question qu'on peut prévoir, c'est parlez-nous de vous. Tell us about you. Tell us a little bit about you. Et les variations autour de vous. Et ça, ils ne préparent pas les gens. C'est le seul truc qui risque très fortement d'être posé et les gens ne préparent pas. C'est super important. Je connais une amie. Une cliente qui est devenue amie, qu'on connaît tous les deux, Thierry, qu'on connaît tous les deux, qui a pas forcément un anglais super. Elle vient d'arriver à Dubaï, elle a jamais encore pratiqué son anglais, puis il faut qu'elle travaille, et puis bien sûr. Je vois de qui tu parles. Elle a un appel, bah oui, et puis elle a un appel, et puis là, on va tester son anglais. Je savais que de toute façon, il fallait préparer. Alors, heureusement, elle s'est fait interviewer par des Français, mais c'était pour des clients gouvernementaux, donc il fallait absolument qu'elle parle anglais. Ouais. Alors, elle arrive, et puis, ouais, bonjour, machin, tout ça. Alors, parlez-nous de vous en anglais. Et bien sûr, on avait travaillé ensemble, donc elle avait tout bien scripté. Elle avait écrit son script, et à sa réponse, le gars en face, français, francophone, il a dit « Ouais, bon, c'est bon, on peut passer en français, je pense que l'anglais, ça va. » Elle a halluciné. Elle a halluciné. Et ouais, mais c'est là que les gens, ils réussissent. Sur les 90 premières secondes, souvent. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, les amis. Donc ça, c'est quand, t'imagines, c'est après la boucherie du CV. Hein, toutes les raisons de... t'as encore une boucherie. C'est-à-dire que t'as un tiers qui... je le sens pas, lui. Tu vois, et ils vont rester comme ça presque sur toute la longueur, à moins que tu les convainques autrement. Mais c'est un tiers, c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est la dernière statistique. Et ça, c'est une statistique que j'aime beaucoup, parce que c'est tellement vrai. Alors, voilà. C'est un grand cabinet de recrutement qui s'appelle Robert Half, qui se spécialise plutôt dans tout ce qui est métier de la finance. Robert Half qui a fait une étude et qui a trouvé que 61% des gens qui étaient offerts, à qui on offre le poste, à qui on faisait une proposition d'embauche, 61%, Thierry, ne négociaient pas leur salaire. Et alors, l'image que j'ai mise, elle révèle énormément les choses. C'est-à-dire que moi, quand j'étais employeur et que les gens négocient pas, je disais « Yes,
ouf, ça va me coûter moins cher. Mais jamais je venais juste avec un seul chiffre. C'est jouer à la roulette russe de venir juste avec un seul chiffre. Les gens viennent toujours avec une fourchette, les amis, une fourchette. Et puis bien sûr, ils vont toujours essayer de voir si tu accepterais la fourchette basse. Donc 61%, t'imagines comme les gens en fait perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Et ils voient juste, ils sont tellement contents d'avoir enfin le job, enfin le poste, et ils ont tellement peur de négocier parce qu'ils se disent « Ah, si jamais je négocie, t'imagines, il va pas aimer, il va penser que, ils vont peut-être pas me sélectionner, etc., etc. » Et faire des choses basées sur la peur, on a déjà vu, c'est pas cool, ça nous aide pas. Et du coup, ils disent « Ouais, ok, j'accepte. » 1, 2, 3 mois après, ils discutent avec les collègues et puis ils s'aperçoivent que les collègues gagnent plus. Au même poste, un petit peu moins en termes de position, tu sais, hiérarchie. De responsabilité, ouais. Et là, ils commencent à râler. Non, faut pas râler, les amis. C'est votre faute. C'est votre faute. Par défaut, il faut négocier. Il y a des techniques de négociation. C'est un séminaire qui arrivera, j'espère, cette année très bientôt, où je vous inviterai à participer à un séminaire où on parlera de gagner plus d'argent. Que ce soit pendant les offres d'emploi, que ce soit pendant... même si vous êtes au travail et comment approcher votre employeur pour gagner plus d'argent. Donc, c'est un séminaire qui va vous faire plus d'argent. Il y a des approches, des techniques qui font que le pire qu'on ait, c'est apprendre à laisser. C'est pas bon, bah non, on est très déçu de la façon dont vous prenez les choses, on retire l'offre. Donc, non, il n'y a rien à craindre quand on négocie bien. Quand on négocie bien, on perd rien du tout. On peut que gagner. Et les gens qui négocient, tu sais, t'imagines si tu es super bon négociateur, sur 5 ans, 10 ans, bah, t'as complètement révolutionné tes finances, quoi. T'imagines? C'est énorme. Parce qu'à chaque fois que tu montes, bah, tu montes comme ça sur tous les ans, tous les mois, et puis, boum, tu renégocies au bout d'1 an, au bout d'2 ans, au bout de 3 ans. Enfin, voilà, ça, j'ai énormément de clients qui viennent vers moi pour gagner plus d'argent avec leur boss et super taux de réussite. Donc, je sais, c'est tout scripté, c'est tout bien. Enfin, on en reparlera quand ce sera à ce moment-là. Mais dans tous les cas, voilà, c'était ce que je voulais partager, Thierry. C'est 61% ne négocient pas leur salaire et c'est vraiment triste. Je te donne un exemple. J'ai eu une fois un couple d'amis, pas du tout, un couple qui m'ont contacté. Ils m'ont dit Hamza, ouais, on est resté ici 3 mois et on s'en va dans 2 semaines. Et moi, mon mari, il n'a pas trouvé. Nous, on avait attendu avant de te contacter, mais maintenant, il faut que tu nous aides. Donc, j'aurais dit directement 2 semaines, personne ne peut vous aider, les amis. Je suis vraiment désolé, ce serait mentir. Et elle n'était pas contente. Elle me dit, ouais, parce que là, le seul truc que j'ai, c'est moi, et c'est 5000 dirhams par mois. Je fais, bah, c'est bien, mais je suis pas allé à l'entretien. Je fais, mais pourquoi? Elle me dit, bah, c'est 5000 dirhams par mois, on peut pas vivre à 5000. Mais va à l'entretien, impressionne-les et négocie. C'est le même résultat si tu vas et que tu négocies et que tu n'acceptes pas ou que tu vas pas, c'est le même résultat, mais au moins tu as une chance. Je dis, ouais, c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça. Bon, là, c'est trop tard, mais enfin, bref. Vous êtes sûr que vous pouvez pas nous aider? On peut peut-être pousser d'une semaine de plus, mais 2-3 semaines, quoi, pas plus. Vraiment, sincèrement, honnêtement, désolé, les amis, j'essaie de pas prendre l'argent des gens si j'y crois pas, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, les amis, que même quand vous avez des offres d'emploi, on vous appelle pour un job à X, allez-y, brillez de toutes vos flammes, de tout feu et négociez. Et dites, il faut savoir comment négocier, simplement. Eh bien, écoutez, on va vous dire au revoir et on vous dit à samedi pour ceux qu'on voit samedi, à dimanche pour les autres dans l'état où on pourra être. Là, je vous garantis pas notre degré de fraîcheur après la journée de samedi, mais on sera là. Voilà. À bientôt, les amis. Au revoir. Ah.